Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Alexandre de Vitry pour son livre « Le droit de choisir ses frères », point d'interrogation, une histoire de la fraternité qui paraît chez Gallimard. Alexandre de Vitry, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Je vous présente, vous êtes ancien normalien, agrégé de lettres, docteur en littérature française, maître de conférences à la Sorbonne en littérature. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont des études sur Philippe Muret et Charles Péguy. Nous nous sommes d'ailleurs rencontrés à Jérusalem la première fois. C'était autour d'un colloque sur Péguy. Sur Péguy et la mystique d'Israël, un très beau colloque. Un très beau colloque organisé par Yves Avril et qui a donné l'occasion de vous connaître et de connaître vos travaux. Et votre dernier bébé, si j'ose dire, s'appelle « Le droit de choisir ses frères, une histoire de la fraternité ». Liberté, égalité, fraternité, de ce triptyque qui figure dans la devise républicaine et qui est au fronton des édifices publics. La fraternité, c'est un peu le parent pauvre. On ne sait pas très bien ce que le concept recouvre. C'est la raison pour laquelle vous avez cherché à écrire une histoire de la fraternité ? C'est une des raisons, en tout cas. Il est vrai que ce mot m'intriguait parce que je ne savais pas trop quoi mettre derrière et qu'il suscitait en moi, comme je crois en beaucoup, une espèce de gêne ou une réticence, c'est-à-dire qu'elle nous attire tous. Il est difficile de refuser la fraternité, mais néanmoins, il y a derrière cette notion quelque chose d'un peu glissant, d'un peu trop nébuleux, d'un peu irénique, qui suscite une sorte de mélange d'attirance et de méfiance, disons. Ce que ne font pas la liberté et l'égalité, qui sont des notions assez solides, qu'on peut goûter ou critiquer, mais dont on comprend vite ce qu'elles recouvrent. Alors, on s'aperçoit quand même que ce que le mot recouvre ne renvoie pas toujours à la même signification. Dans la Révolution française, tous les citoyens se veulent frères. Dans le christianisme, tous les baptisés sont frères. Dans la maçonnerie, tous les initiés sont frères. Le périmètre n'est pas toujours le même. Le périmètre varie et même dans les versions les plus généreuses, on finit toujours par rencontrer une limite. C'est un petit peu le problème, si l'on veut, de la fraternité, c'est-à-dire que devant une fraternité que certains vont juger trop restreinte, on va essayer d'inventer, d'imaginer une nouvelle fraternité concurrente, plus ouverte, plus généreuse, mais là encore, on va produire de la limite. La fraternité finit toujours par désigner un non-frère. Et donc je pense que, une des leçons que j'essaye de tirer de son histoire, c'est qu'on gagne sans doute à reconnaître que ça fait partie de la fraternité. Cette espèce de dualité, de renversement en quelque chose qui soit l'autre de la fraternité, et qu'on découvre dans toutes les fraternités de l'histoire, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que le discours fraternel n'est pas toujours synonyme de bonté universelle. Vous citez d'ailleurs la phrase de Chamfort « Sois mon frère ou je te tue ». Oui, c'est une phrase de Chamfort qu'on lui prête à la fin de la Révolution, en Thermidor, donc en 1795, juste après la Terreur, qui essaye de résumer un peu cette espèce de renversement de la fraternité en violence, qui a eu lieu en quelques années, très rapidement dans la Révolution française. On est passé des rêves les plus illimités de fraternité universelle à une fraternité d'armes, et même au contraire de la fraternité, c'est-à-dire au fratricide. Voilà, la fraternité ou la mort, c'est aussi la formule qu'on a souvent retenue pour parler de la Révolution. Sois mon frère ou je te tue, c'est-à-dire que la fraternité, s'auto-détruit, dans cette Révolution. Et le terme de fraternité a un caractère masculin. Vous faites observer que le mot de sororité n'apparaîtra qu'au début du XXIe siècle, si tard. J'aimerais que vous développiez ce terme parce que en plus on est en train d'enregistrer le jour de la journée internationale de la femme, donc c'est quand même assez étrange que le mot de sororité,
qui est l'autre mot de la fraternité, soit apparu aussi tard. Alors en fait, on en trouve quelques toutes premières occurrences beaucoup plus lointaines à la Renaissance, mais sans que le mot ait pris. Et il a pris tout récemment, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, peut-être quelque chose comme ça, en effet. Il est très intéressant, ce mot, parce que il veut surmonter certaines apories, si l'on veut, certaines contradictions de la fraternité, qui justement dit l'union, dit une volonté de surmonter les divisions, mais avec un mot qui est rivé aux hommes. Voilà, dans la fraternité, il n'y a que des frères. Et donc, on construit ce mot fondé sur les sœurs, bien sûr, avec les mêmes ambiguïtés que la fraternité. Et c'est là que les choses sont complexes et intéressantes, c'est qu'en fait, la sororité ne dit pas la réconciliation des sexes, mais dit une sororité concurrente des fraternités masculines. Donc il y a voilà une espèce d'ambiguïté reconduite du côté féminin. Et à la sororité, il faut ajouter un autre mot qui a moins pris dans la langue, mais que certains militants, certaines militantes utilisent aujourd'hui, qui est le mot d'adelphité, forgé sur le grec adelphos, qui veut dire frère ou sœur, et qui lui est neutre. Et donc, alors ce mot a plus de mal à prendre parce que le mot adelphe n'existe pas dans la langue. Bon, mais voilà, il y a ce troisième terme, et ces trois termes en ce moment jouent ensemble. On est dans un moment très vivant en termes de vocabulaire autour de la notion de fraternité. Il y a la vieille notion de fraternité, il y a cette nouvelle notion de sororité très forte dans le féminisme contemporain, il y a cette notion d'adelphité que d'autres revendiquent, et voilà, les trois jouent ensemble. On croise Alexandre de Vitry, l'abbé Grégoire, et son essai sur la régénération, rédigé juste avant la Révolution. Et l'abbé Grégoire intègre les Juifs dans une fraternité qui dépasse les frontières religieuses. Oui, un des enjeux de la Révolution, même si ses espoirs vont être déçus, c'est une fraternité interreligieuse. Mais ça va mettre du temps à vraiment prendre consistance. Alors bien sûr, l'histoire du peuple juif en France et du franco-judaïsme est une histoire longue, qui commence en effet, qui se noue autour de figures comme l'abbé Grégoire, autour de 1789, mais qui va prendre du temps. Mais cet enjeu interreligieux, il est sans doute aujourd'hui, au XXIe siècle, un des aspects qui nous parle le plus dans la fraternité. Le mot fraternité, d'ailleurs, ceux qui aujourd'hui s'approprient ce vocabulaire-là, ce sont très souvent ceux qui tentent des formes de dialogue interreligieux. Donc entre juifs et chrétiens, juifs et musulmans, bon, c'est pas du tout limité à telle ou telle tradition religieuse, mais c'est au contraire dans le contact entre traditions religieuses que cette fraternité est sans doute la plus actuelle aujourd'hui. Et vous dites, si les juifs peuvent devenir des citoyens à part entière, c'est bien en tant que frères. Oui, il y avait eu aussi le problème des protestants au moment des guerres de religion, où déjà ce vocabulaire fraternel avait, disons, signé en quelque sorte la velléité de réconciliation entre protestants et catholiques, mais justement il a disparu de manière brutale avec la révocation de l'édit de Nantes, voilà, avec cette espèce de grand échec qu'a été la conciliation possible entre protestants et catholiques. C'est le même phénomène qu'on observe avec l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif et qui prend une couleur complètement différente au XXe siècle, autour de la question de l'extermination voulue par les nazis, où le mot fraternité, là aussi, va jouer un grand rôle. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore croire à une fraternité après la Shoah ? Est-ce qu'au contraire, la Shoah n'est pas un encouragement à renouveler complètement cette pensée de la fraternité ? Donc il y a une association, et dans le livre, dans le dernier chapitre qui porte vraiment sur le XXe siècle, j'accorde une importance particulière à la question de la judéité et du judaïsme, parce que c'est autour du peuple juif que toutes les questions de la fraternité en fait se concentrent au XXe siècle. Comme si c'était le foyer de la question de la fraternité pour l'humanité tout entière. Alors, je reviens à la période révolutionnaire, parce que vous notez par exemple qu'on ne dit plus monsieur, comme dans l'Ancien Régime, on se tutoie et on se veut frère. Oui. Frère à la manière dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la fraternité ou la mort, mais on se veut frère. Frère et amis, salut et fraternité, ce sont un peu les formules de politesse qui remplacent toutes les formules d'Ancien Régime au moment de la Révolution, et qui disent bien, encore une fois, cette ambiguïté, parce que elles disent une forme de sociabilité heureuse, joyeuse, amicale, chaleureuse, mais il y a derrière cette fraternité une menace aussi. Attention à toi, si tu déroges à cette promesse de fraternité que nous nous faisons, la fraternité se renversera en toute autre chose. En toute autre chose, c'est-à-dire que derrière cette surenchère de fraternité dans le discours, eh bien, il y a toujours la possibilité de la violence. Alors, on passera plus tard dans la société communiste du mot frère au mot camarade.
Comment vous voyez ce passage d'un terme à l'autre? Alors c'est très lié à la pensée de Marx en particulier, puisque Marx est un des premiers, sinon le premier, à développer une critique de l'idée de fraternité de gauche. Parce qu'au XIXe siècle, il y a une critique de droite traditionnaliste de l'idée de fraternité qui préfère à la métaphore fraternelle la métaphore paternelle. Il faut un bon roi, un bon père pour une société d'enfants qui sont des sujets soumis à une puissance verticale. Et donc cette critique de droite, elle existe. Mais Marx, lui, va développer une critique de gauche qui consiste à dire la fraternité promet une réconciliation entre des forces qui devraient s'opposer dans la société. Exemplairement, c'est le prolétariat et la bourgeoisie, bien sûr. Et en faisant croire à cette réconciliation, comme ça a été le cas notamment lors de la Révolution de 1848 en France et dans toute l'Europe, eh bien, en faisant croire cela au peuple, en fait, on masque une violence qui est partout dans la société, et en la masquant, on aboutit à une guerre civile d'autant plus violente. Et c'est en effet ce qui a lieu en France en 1848. En février, tout le monde croit se réconcilier. Quelques mois plus tard, la répression des émeutes ouvrières de juin sera d'autant plus violente. Et Marx va tirer de ce moment-là une critique très sévère de l'idée de fraternité, à laquelle il préfère, lui, la lutte des classes. Et ça va marquer l'imaginaire communiste pour 150 ans. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé. En 1792, vous dénichez une pièce de théâtre qui se joue au Théâtre des Nations, qui s'appelle La mort d'Abel, et qui évoque le premier fratricide entre Caïn et Abel. C'est un chapitre très intéressant parce que il préfigure les ambiguïtés de la fraternité. Oui, et c'est une pièce qui a un grand succès. Et qui aborde donc de manière détournée, sans jamais l'expliciter, évidemment cette hantise du fratricide que tout le monde a à l'esprit. En 1792, on est au milieu de la Révolution, la violence s'est déjà installée, même si on n'est pas encore dans la période qu'on appelle généralement la Grande Terreur. Et en représentant ce premier fratricide, c'est une manière pour toute une société d'exorciser, de purger cette angoisse très forte du fratricide, avec une sorte de réhabilitation jamais tout à fait assumée de Caïn. En filigrane, dans toute cette pièce, il y a l'idée qu'il faut savoir pardonner à Caïn. Et en fait, l'espoir que cette société française arrive à terme à se pardonner à elle-même, ce fratricide généralisé qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a une excursion dans la littérature, ça n'étonnera personne, puisque vous enseignez la littérature à la Sorbonne, avec Victor Hugo et Les Misérables en particulier. Vous présentez Les Misérables comme le roman de la damnation sociale et de l'absence de fraternité. Oui, comme point de départ, mais que justement, dont justement Victor Hugo va tout faire pour sortir. C'est donc, alors, un mot sur Les Misérables, donc qui est un roman que Victor Hugo a commencé d'écrire avant la Révolution de 48 dont je parlais, qu'il interrompt pendant longtemps. Vous dites qu'initialement ça devait s'appeler Les Misères. Voilà, qui était le premier titre de travail. Mais il y a beaucoup de choses bien sûr qui ont évolué lorsqu'il l'a repris, et il le reprend bien plus tard en exil. C'est le Victor Hugo chassé par Napoléon III après son coup d'État, qui reprend cette écriture des Misérables. Et c'est à ce moment-là, donc dans ce climat très particulier d'éloignement d'un Victor Hugo qui est devenu beaucoup plus républicain que le jeune homme qu'il était, qui s'est déplacé, disons, vers la gauche, et qui décide de consacrer ce grand roman à la fraternité, un roman qui prend la fraternité pour base, comme il dit dans une lettre à Lamartine, mais une fraternité dont il sait qu'elle est inactuelle, elle s'est absentée dans le monde présent à cause des déceptions successives des années 48, 51, 52. Et donc c'est un roman, en quelque sorte, on pourrait dire mythologique. En donnant cette place-là à la fraternité dans Les Misérables, il s'agit de dire à la fois que la fraternité n'est nulle part dans ce monde-là, mais justement, on lui redonne toute son ambition comme mythe. On la recharge dans une espèce d'éternité religieuse. Voilà, le mot qui correspond sans doute pour Victor Hugo, c'est religieux. Dans une religion... D'ailleurs, à un moment, vous dites que Victor Hugo a présenté son livre comme un livre religieux. Tout à fait, il tenait lui-même beaucoup à ce mot, une religion qui est syncrétiste, qui mélange toutes sortes de traditions et puis qui est cosmique en fait. Cette fraternité, elle s'élargit aux dimensions de l'univers, on est vraiment en plein romantisme dans ces formes que la religion, que la spiritualité a pu prendre au 19e siècle. Et voilà, la fraternité s'est absentée, mais justement elle gagne en ambition en quelque sorte, grâce à cette absence, grâce à cette inactualité chez Victor Hugo. Mais en même temps,
Mais pardon si non, j'empiète sur la question que vous alliez peut-être me poser. Allez-y. Mais au même moment, on peut observer une réaction inverse dans l'histoire littéraire chez un autre monstre sacré, si je puis dire, qui est Baudelaire. Et Baudelaire, c'est la réaction opposée à celle de Victor Hugo aux mêmes événements. Baudelaire qui, lui, était engagé en 48 du côté des manifestants, qui était un jeune homme 48ard, mais qui va, comme Victor Hugo, subir une grande désillusion, sauf que sa réaction est opposée à celle d'Hugo. Et il va faire la critique la plus élogieuse sur Les Misérables de Victor Hugo. Alors une critique très élogieuse en effet des Misérables, mais aussi très mensongère, puisque dans sa correspondance, il révèle au contraire toute l'ironie qu'il faut savoir déceler dans cette critique des Misérables, puisqu'au contraire, Les Misérables lui sont un livre insupportable. Insupportable précisément à cause de cette célébration de la fraternité. La fraternité est devenue une valeur inaudible pour Baudelaire, qui lui va en fait vouloir conserver ce lexique-là, ces mots-là, les mots frères, les mots fraternel et fraternité, mais pour les appliquer uniquement à une toute petite fraternité d'élite, choisie, imaginaire, qui est celle des grands créateurs à travers les âges, des grands génies, Rubens, Edgar Poe, Delacroix et lui-même, au bout du compte. Fraternité qui n'est même pas la sociabilité professionnelle entre confrères écrivains. Il ne s'agit même pas de ses camarades, hein, pour reprendre ce mot qu'on évoquait tout à l'heure, mais d'une fraternité dans le rêve, dans l'imaginaire. Donc comme Victor Hugo, il va du côté de l'inactuel, mais c'est pas du tout la même inactualité. Victor Hugo veut refaire de la fraternité un mythe qui puisse servir à la civilisation, alors que Baudelaire se l'approprie complètement dans une logique qu'on pourrait dire, disons, individualiste. Voilà. C'est les deux options qui se présentent à la fraternité après 48. Et la littérature est un peu un miroir grossissant pour voir un peu comment ces choses se passent, puisque comme on ne sait plus quoi faire de la fraternité à ce moment-là, ceux qui juste avant en parlaient de manière pléthorique, donc les juristes, les hommes politiques, les savants du côté des sciences sociales, de la sociologie en formation, plus personne n'ose parler de fraternité. Il n'y a plus que les écrivains pour en parler. C'est pour ça aussi qu'ici la littérature est précieuse, parce qu'elle permet de comprendre comment cette notion va survivre malgré son discrédit apparent ailleurs. Alors, il y a, vous vous doutez qu'on ne pouvait pas ne pas vous en parler, vous êtes un des meilleurs spécialistes, peut-être avec Antoine Compagnon, de Péguy en France, et Péguy fait l'objet d'un long chapitre du livre, et qui élabore déjà ce qui deviendra l'amitié fraternelle entre juifs et chrétiens, qui était, il n'était pas le seul à promouvoir cela, mais il a été un de ceux qui ont beaucoup fait avancer le dialogue et la fraternité entre juifs et chrétiens. Oui, elle a été capitale chez lui. Et d'ailleurs, justement, le mot frère, il est un penseur de la fraternité, Péguy, mais quand il utilise le mot frère comme apostrophe ou pour parler d'un frère, au sens métaphorique, eh bien, il le réserve presque exclusivement à ses amis juifs. Et ça, c'est très frappant. Bien davantage, par exemple, qu'à ses camarades de combat socialistes ou Dreyfusards de sa jeunesse, ou bien à des amitiés chrétiennes qu'il se serait faites après sa conversion. Il y a une espèce de lien chez Péguy qui n'est jamais conceptualisé, qui relève d'une sorte d'intuition, d'élan, entre la fraternité et ses amis juifs, parce que les amitiés juives de Péguy sont vraiment très importantes dans tout son parcours, qu'on peut penser à Bernard Lazare, qui est sans doute la plus emblématique, mais il y a aussi d'autres figures moins centrales, moins connues peut-être aujourd'hui, comme Eddy Marix, qui était un de ses amis chers, qui était mort précocement, et justement, Bernard Lazare, Marix sont des amis dont il porte le deuil, et ce deuil-là, eh bien, c'est fraternellement qu'il le porte. C'est ces amis juifs perdus qui sont les frères privilégiés de Charles Péguy. Mais est-ce qu'on trouve tant que ça le terme de fraternité, y compris dans notre jeunesse, les 80 pages consacrées à Péguy, c'est l'amitié. Alors l'amitié vraie, la vérité de l'amitié, etc. Mais c'est rarement la fraternité, et c'est même aussi rarement l'amitié fraternelle. C'est vrai, il y a notre jeunesse, donc, qui est un texte très riche, très important, très central chez Péguy, est presque vide de l'idée de fraternité. En revanche, on la trouve de manière beaucoup plus centrale dans un texte de jeunesse de Péguy qui s'appelle De Jean Coste, où il essaye de théoriser en quelque sorte la fraternité, même si théoriser est peut-être un terme un peu fort, pour dire son attachement à la fraternité contre l'idée de solidarité, qui est l'idée un peu concurrente en vogue à son époque, mais qu'il trouve trop savante, trop scientifique, trop technique,
trop objective en quelque sorte, alors qu'il y a dans la fraternité une sorte de rapport au sacré qui lui est cher, dans l'idée que la fraternité en fait doit précéder la politique. La fraternité, c'est un principe moral, en fait, on pourrait également dire, qui précède toute forme de pensée politique. Alors Péguy est un penseur très politique par ailleurs, mais il y a bien cette fraternité qui est là comme un principe qui doit précéder toute autre réflexion sur la cité. Et la deuxième chose, c'est que, en effet, Péguy est assez réticent à parler de fraternité, parce qu'il a tout à fait à l'esprit toutes les contradictions de cette notion. Il sait que la fraternité conduit très facilement au fratricide, à la violence, et donc il sait qu'il faut s'en méfier aussi. Alors, on mettrait des heures à parler de votre livre, mais vous avez quand même une minute, parce que vous terminez sur Malraux, sur Thomas Mann, sur Albert Cohen, et surtout Romain Gary, que vous présentez comme un bouquet final. Alors dites-nous en une minute, pourquoi un bouquet final ? Eh bien, Gary est un écrivain que j'invite vraiment les auditeurs à redécouvrir, parce que parfois on croit le connaître un peu superficiellement, mais c'est une œuvre vraiment très riche. Et pour le sujet qui nous occupe, eh bien, chez Gary, il y a tout simplement, d'où le bouquet final, comme je l'appelle, c'est-à-dire il y a toutes les fraternités. La fraternité liée au judaïsme, dont je parlais tout à l'heure, la fraternité d'armes, la fraternité humaine, la fraternité chrétienne, républicaine, sociale, universelle, elles sont toutes là, dans un discours parfois un peu fou. C'est les livres les plus fous que j'invite les auditeurs à aller lire, pardon. En particulier, La danse de Gengis Khan, très, très déroutant roman de Gary sur sa judéité en particulier. Et un autre livre, un de ses derniers, qui s'appelle Pseudo, livre écrit dans une langue qui se présente comme schizophrène, où il est énormément question de la fraternité, mais une fraternité justement passée à la moulinette de cette schizophrénie imaginaire. Voilà. Merci Alexandre de Vitry. Je rappelle le titre de votre livre, Le droit de choisir ses frères, une histoire de la fraternité, aux éditions Gallimard. C'était Pont Neuf, l'émission consacrée à l'actualité des livres. Bon dimanche à tous.